Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce super podcast. J'ai oublié c'est quoi le chiffre du podcast, puisqu'on en a fait quand même plusieurs. Mais je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Je suis Olivier Lepage, votre animateur. Et puis, j'ai le privilège d'avoir avec moi, pour co-animer, Monsieur Frank Bourque. Salut, Hey, Frank. salut Ali, merci pour l'invitation, c'est super apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, on avait un petit pépin du côté de Pat, fait que j'ai pensé à toi. Je me suis dit que tu pourrais interagir un peu avec moi. Puis en même temps, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, très actif dans l'investissement, le réseautage. Fait que je pense que les gens vont être contents de voir ton visage aussi. Entendre ma douce voix aussi. Exact, exact. Ouais. Puis écoute, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi de ton côté? Ben là, en fait, plusieurs projets, évidemment. Là, je suis sur une conversion. En fait, on a acheté un immeuble avec un logement accessoire. T'es en train de rendre ça, t'es en train de rendre ça conforme à la ville. Puis, ben évidemment aussi, je suis occupé avec mes projets de réseautage, hein, avec les Beaux de l'Immo de la Rive-Nord. Fait que c'est un groupe que j'ai créé. Fait qu'on fait des soirées 5 à 7. Fait que je pousse ça à fond. Là, c'est des belles soirées. Il y a des ben beau monde. Hein. On a eu la chance de t'avoir. Il y a eu plein de Ouais. monde qui se sont déplacés. Excellent. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ça, eh bien, c'est le temps de sortir de votre grotte, de votre caverne, ou si vous venez juste de vous investir un petit peu dans l'investissement immobilier, ben tapez ça, Frank Bourque, sur Facebook. Puis il y a les pros d'immobilier qu'on salue d'ailleurs, tous les pros d'immobilier qui sont là sur la rive nord. Puis vous pouvez aller réseauter là-bas, connaître des spécialistes, des experts dans toutes sortes de sphères différentes et qui ont de l'information pertinente et qui sont là pour échanger. Donc, profitez-en. T'as-tu une date? La prochaine Oui, date? le 3 mai, je ne sais pas quand est-ce qu'on va aller en onde. Le jeudi, le 3 mai à Boisbriand, au Vertigo. Venez, là, en fait, là, faire une parenthèse, l'immobilier, c'est une business. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu connais. Dans ces soirées-là, écoute, c'est les acteurs de la Rive-Nord, c'est du monde qui le font. Il y a du monde, il y a des prêteurs, il y a des courtiers. C'est pas la foire aux courtiers, là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là. Puis ça vous garantit là, que vous allez apprendre des choses, que vous allez faire des rencontres qui vont propulser votre carrière, c'est sûr et certain. Jeudi, le 3 mai 2018, au Vertigo à Boisbriand. Absolument. Puis je suis quand même d'accord avec ce que tu dis parce que moi, j'ai fait ça longtemps tout seul dans mon bureau, dans mes affaires. Puis il manquait d'expansion, il y avait quelque chose. Puis j'ai commencé à sortir un petit peu plus, puis à connaître des gens, à réseauter. Puis écoute, j'ai rencontré plein de gens. Puis ne serait-ce que juste échanger sur des expériences, des choses comme ça, des fois, ça nous motive, ça nous rassure. Puis on apprend des petits trucs à gauche, à droite qui aident à propulser notre business. Donc, super bonne chose d'aller échanger, puis d'aller faire un peu de réseautage. Yes. Yes. Sur ça, écoute, aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer un avocat spécialiste en immobilier, Jimmy Trong. Tous ceux qui sont abonnés au Mordu sur Facebook, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aller vous ajouter. On est rendu quoi, 23 000 quelque chose là-dessus, personne. Puis Jimmy est super actif sur les Mordus, répond souvent aux questions, il est très présent, puis il partage beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller creuser un petit peu plus, d'aller poser des questions. Si jamais vous ne savez pas trop la technicalité, vous êtes un flipper, vous voulez vous lancer dans les flips, vous cherchez des opportunités, les gens en difficulté financière, technicalité légale aussi, de tout ce qui est prêt, hypothèque, succession, vice et tout ça, on a creusé pas mal là-dessus pour en savoir plus. Parce que, je veux dire, en tant qu'investisseur, c'est super important, évidemment, d'en savoir. J'en sais déjà beaucoup, mais je trouvais ça pertinent de poser la question directement à un avocat. Puisque, n'est-ce pas, Frank, Puis ça fait Jimmy a partie de la été game. effectivement, puis Jimmy est super généreux de son temps. On a vraiment une belle conversation avec lui, on est allé en profondeur. C'est sûr que c'est très technique les sujets qu'on a abordés, mais je pense que on va mettre ça en guillemets, la game, elle se joue quand même là. Faut Ouais. comprendre le processus. Quand on veut prospecter, quand on veut faire de l'immobilier, il y a des technicalités en arrière de ça. Puis c'est important de les maîtriser. Puis Jimmy, par sa présence sur les réseaux sociaux, c'est un gars qui amène vraiment tous les investisseurs, le débutants ou avancés, à un autre niveau de par sa connaissance puis son partage de ça. Là. C'est vraiment génial. Puis la conversation qu'on a eue avec lui, là, ça va être hyper enrichissant. Vous allez voir, là, ça vaut de l'or. Ouais, ouais, puis gênez-vous pas pour le réécouter ou si vous avez des questions. Frank est présent sur Facebook, je suis présent, Jimmy est là aussi. Fait que, tu sais, s'il y a des petites choses, des petites brides que vous avez échappées, posez-nous des questions, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. Fait que sur ce, hein, on vous dérange pas plus longtemps, on s'en va directement avec l'entrevue. Donc, salut tout le monde, on a Jimmy aujourd'hui. Si jamais vous êtes abonné des Mordus ou si jamais vous êtes moindrement investisseur dans l'immobilier à l'affût, ben vous allez le connaître. On a avec nous autres Jimmy Trong, avocat,
qui va nous décortiquer un petit peu le fonctionnement des avis 60 jours, puis un petit peu le côté légal aussi. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, ben, on est là pour lui poser des questions, puis aller décortiquer tout ça pour vous. Salut Jimmy. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, toujours. Excellent. Donc, je t'écoute. Fait qu'on tombe direct dans le vif du sujet. Je sais que, au niveau des flips, on a souvent affaire ou on approche souvent des gens qui sont en difficulté. Ouais. Donc, gens en difficulté égale, des gens qui ont des retards à la banque, qui ont des retards aux taxes, et puis ça. Puis souvent, même, ces gens-là vont se ramasser avec ce qu'on appelle des avis de 60 jours. Quand ils ont quelques retards, là, la banque, eux, ils envoient un avis. Fait que j'aimerais ça que tu me décortiques un petit peu. Commençons avec la différence entre, en fait, les deux méthodes. Vas-y avec les deux méthodes que les banques ou les prêteurs privés peuvent s'y prendre pour avertir les gens et commencer les procédures légales. Il faut savoir qu'au Québec, il y a quatre types de locaux hypothécaires de possibles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a deux que les banques utilisent systématiquement. C'est soit la prise en paiement ou la vente sous contrôle de justice. Donc, je vais vous différencier un peu c'est quoi la différence entre ces deux locaux hypothécaires-là. Ouais. La prise en paiement, comment ça marche? C'est que au bout du recours, la banque, lorsqu'elle obtient un jugement, un délaissement volontaire, elle devient propriétaire de l'immeuble. Le débiteur, dans ce temps-là, n'est plus propriétaire, mais ne donne plus d'argent à la banque. Fait que le débiteur, ça, c'est la personne, excuse-moi de t'interrompre, le débiteur, c'est la personne qui est en retard. Puis, exactement ça. Mais délaissement volontaire, ça veut dire que la personne fait volontairement qu'elle dise oui, tiens, voilà les clés, puis... Exactement ça. C'est ça, OK. Ouais, c'est pas un acte de délaissement. En ce qui concerne la vente du contrôle de justice, ça, c'est lorsqu'on demande que la vente soit faite par les mains de la justice. Ça veut dire que le tribunal va fixer les conditions de la vente de l'immeuble. Comment ça marche pratico-pratique? C'est que lorsqu'il y a un délaissement forcé, que vous avez par les tribunaux, dans ce temps-là, le jugement va prévoir soit la vente de gré à gré, c'est-à-dire le huissier va mandater un conseiller immobilier pour le mettre sur le marché, ou aux enchères, ce qui veut dire que le huissier va procéder à une vente de mise en enchère, ou de gré à gré, c'est une annonce dans les journaux, donc je veux dire, pas appel d'offres, une annonce dans les journaux, et la meilleure offre plus gagne. Mais avant de faire ça, la banque doit faire parvenir un préavis de 60 jours. Ça, c'est un document que vous pouvez voir facilement au registre foncier. Ce préavis-là indique que le débiteur est en défaut. Il a 60 jours pour remédier à son défaut. Ouais, et que s'il ne remédie pas à son défaut, dans ce temps-là, la banque va exercer le recours hypothécaire. Soit si à la fin de ces 60 jours-là, le débiteur refuse de délaisser l'immeuble, dans ce temps-là, on procède par les tribunaux. S'il l'accepte, c'est un acte de délaissement volontaire, puis ça se finit là. Puis là, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une banque ou un prêteur va choisir une vente sous contrôle de justice ou va choisir une prise en paiement? Ben, c'est sûr que si on parle de l'aspect du prêteur privé en tant que tel, lorsqu'il y a vraiment une grosse équité de possibles, dans ce temps-là, les prêteurs privés vont aller avec la prise en paiement. Au niveau des banques, c'est vraiment différent de chaque politique qu'ils ont en tant que tel. OK. Puis est-ce que excuse-moi, Ali, j'avais une petite question. Puis est-ce que le débiteur, lui, là, qui a comme des problèmes de paiement, il y a un choix à faire? Est-ce qu'il est consulté dans cette transaction-là, en fait, que la banque va faire, la décision que la banque va faire? Est-ce que le débiteur, il a un mot à dire au travers de ça? Il n'y a pas vraiment de mot à dire par rapport à ça. Par contre, il faut savoir que lorsqu'une banque ou un prêteur privé ou un créancier exerce son préavis pour une prise en paiement, le débiteur a 60 jours pour forcer le créancier, soit la banque ou le prêteur privé, de faire une vente sous contrôle de justice. Fait que le débiteur a quand même le choix, s'il est en prise en paiement, de dire non, moi je veux une vente sous contrôle de justice. Il doit exercer ce droit-là dans les 60 jours en tant que tel et payer certains frais associés à la vente en tant que tel. Puis j'aimerais ça si on peut reculer un petit peu parce que là, on a déjà parlé de vente sous contrôle de justice, prise en paiement.
Mais si on peut décortiquer un petit peu, c'est quoi la différence d'un procédé à l'autre? Ou un procédé versus l'autre? Au niveau du procédé, c'est un peu la même chose. Donc, on commence par le préavis qui indique de toute façon le défaut, la nature du défaut, comment y remédier, le délai accordé. Ouais. Par la suite, si le débiteur dit écoute, tu sais quoi, je suis tanné, je m'en vais, mais dans ce temps-là, il remet les clés, signe l'acte de laissement volontaire, puis dans les deux cas, c'est fini, ça va être vendu par ce qu'on a de justice ou pris en paiement. Lorsqu'on parle d'un délaissement forcé, ce qui veut dire qu'au bout de 60 jours, le débiteur refuse de délaisser l'immeuble, ne fait rien, grosso modo. Mais dans ce temps-là, il y a un recours à la cour qui se fait. On appelle ça une demande introductive d'instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice ou prise en paiement. Et au bout de ce recours-là, il y aura un jugement, et ce jugement-là va soit prendre en paiement le bien ou soit ordonner la mise en vente du bien. OK. Donc, je vais jouer... je vais faire un résumé, puis je vais jouer niaiseux, là. Ouais, donc, vulgairement, une prise en paiement, ça veut dire que la banque ou peu importe c'est qui le créancier, la personne qui prête, va ramasser l'immeuble pour le montant de la dette, puis après ça, doit rien. Exactement. Exactement ça. Le débiteur doit rien à personne. Il faut savoir que tous les créanciers qui sont dans les autres rangs inférieurs à lui, admettons que la banque est le premier rang, Revenu Québec est au deuxième rang, troisième rang, un prêteur privé X, il faut savoir que celui qui prend en paiement, tous les autres créanciers de rang inférieur, c'est clearé. Okay. La même chose sur la vente du contrôle en justice. Puis c'est ça, si je ne me trompe pas, là, la vente du contrôle de justice, s'il y a des bénéfices ou s'il y a des pertes, la personne qui fait la vente du contrôle de justice ou la banque a droit à redistribuer les profits ou peut aller en recours contre les pertes? Oui, en fait, là, lorsqu'il y a le huissier qui va gérer la vente, il y a un état de colocation. Et s'il y a des bénéfices, sauf que ça arrive quand même rarement, j'ai vu des bénéfices. Là. En fait, j'en ai jamais vu. En effet. Admettons, s'il y en avait des bénéfices, ça fait 8 ans que je pratique, oui, c'est distribué à la fin au débutant. Mais grosso modo, là, dès que le créancier s'est payé, que les créanciers inférieurs s'est payé, dans ce temps-là, il n'y a plus grand-chose. Ouais. Puis oui, la banque a l'option de poursuivre pour le montant qui est restant. Donc, les gens qui disent « Ah non, je vais juste remettre ça à la banque, j'en aurai pas de trouble », il y a un petit bémol là-dessus. Là. Ouais. Bon, fait que sachez, si jamais vous êtes en 60 jours, que ça se peut qu'il y ait des problématiques qui suivent à ça, en plus d'avoir un mauvais crédit. Ouais. Si c'est pas le cas que vous l'approchez... La meilleure chose lors d'un 60 jours à faire, c'est de voir ce que les options possibles, parce qu'on regarde de se financer ailleurs par un prêteur privé, ou est-ce qu'on est capable de régler son défaut. Ça se peut là, que le défaut soit t'as pas payé ton mois de janvier 2018, puis il faut juste que tu payes ton hypothèque. Si tu t'es capable de te remettre à jour, tant mieux. Mais ça se peut également que tu sois déchu du terme. Ce qui veut dire que, mettons, si tu n'as pas payé pendant 2-3 mois, que la banque t'a mis un avis de 30 jours en disant écoute, si tu ne payes pas le terme, ton prêt est déchu, t'es déchu du terme, mais dans ce temps-là, tu dois la somme au complet. Puis là, c'est là que vient des fois un peu plus problématique. Exemple, quelqu'un qui aura une hypothèque de 200 000, il faudrait qu'il rembourse le 200 000 au complet avec les retards. Oui, s'il est déchu du terme, oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, ces gens-là sont peut-être un petit peu plus en difficulté que quelqu'un qui a 3 mois à payer, donc peut-être 3-4 000 $ à rembourser. Puis là, il devient à jour puis il est correct. C'est ça? Ouais. OK. Puis, dis-moi, dans le processus, là, là, on a parlé de 60 jours. Fait que là, on se dit, OK, là, je suis propriétaire, je suis 3 mois en retard. Là, je reçois un avis, puis là, j'ai 60 jours pour payer le retard ou l'hypothèque au complet ou trouver une solution. Ouais. Là, arrive la fin du 60 jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dehors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir cogner? Qu'est-ce qui se passe après 60 jours? Ce qui se passe après 60 jours, c'est que là, il va y avoir une demande introductive d'instance, une demande à la cour, ce document qu'un avocat va rédiger pour la banque en disant écoute, je poursuis cette personne-là et je veux que cette personne-là quitte l'immeuble, que je devienne propriétaire et ou
que j'ordonne au tribunal de vendre l'immeuble via un huissier afin de me faire payer en premier lieu. Là, c'est quoi les délais après le 60 jours? OK, après le délai de 60 jours, admettons qu'un créancier décide d'aller tout de suite faire son move, ben dans ce temps-là, le débiteur a 15 jours pour répondre à l'assignation. C'est un document judiciaire qui dit, écoute, je vais me défendre, je vais trouver un règlement. Okay. Sauf que là, il faut que le débiteur ait une défense à faire valoir. Chose que souvent, ils n'ont pas vraiment de défense à faire valoir. Puis si c'est une banque et le play est bien consenti, qu'il y a tout le kit address bien fait, il n'y a pas de défense à faire valoir. Donc, souvent, il y a des jugements par défaut, puis un jugement par défaut peut genre de 3-4 mois à avoir. OK. Fait que là, après le 60 jours, une semaine ou deux, il reçoit un autre avis de la banque. Ouais, la poursuite. Il reçoit la poursuite, puis là, après ça, il y a un autre 3-4 mois avant d'avoir le jugement. Exactement. Okay. Oui, dans la mesure que s'il ne comparaît pas, qu'il laisse faire. S'il se défend, ben là, il faut qu'il y ait une bonne défense. S'il n'y a pas de bonne défense, son recours sera jeté, puis dans 3-4 mois, s'il y a une bonne défense à faire valoir, ben dans ce temps-là, on peut extensionner jusqu'à 6 mois pour instruire un dossier, puis 1 an pour un procès. Là. Ça peut prendre du temps. Bon, fait là, on est rendu au jugement. Ça fait 3-4 mois. Moi, je suis en défaut. Je paye pas bien. Puis, je reçois un jugement. J'imagine que tu reçois aussi un avis par huissier par la porte qui dit « Ah, ça y est, la cour a eu un jugement en cours. » Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Le jugement devient exécutable après 30 jours. Okay. Donc, par la suite, ben, c'est soit que le huissier va... Un jour, le huissier va te dire, écoute, il faut que tu t'en ailles. C'est ça, grosso modo. Fait que là, 3-4 mois après, il y a le jugement. Il y a un autre 30 jours. 30 jours, oui. Pour l'exécution. Fait que là... Ouais. Ben, à partir de l'exécution, on va commencer à partir du 30 jours. OK. Du délai, de la fin. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'exécution? Peux-tu me vulgariser? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Grosso modo, c'est juste que le huissier va dire à cette personne-là, écoute, on te donne un avis de 5 jours pour que tu t'en ailles et on procède à soit la vente ou soit la prise en paiement. OK. Puis écoute, moi, c'est plus du ressort du huissier. Puis là, ensuite de ça, il y a l'huissier qui envoie l'avis. Il faut que tu sortes mardi matin. Ouais. Ben, c'est ça que si mettre mes meubles au vidange? Qu'est-ce qui se passe? OK, bon. Si on passe à cette question-là, oui, dans ce temps-là, il peut aller ce genre de situation-là. Grosso modo, si la personne laisse encore, dit non, je laisse chez nous, ben dans ce temps-là, le huissier va amener des ménageurs, va ouvrir la porte, va amener les meubles, peut faire soit vendre les meubles ou juste les mettre à la dompe en tant que tel. Ouais, à ce point-là. Fait que les effets personnels, le huissier a droit de prendre les effets personnels puis vendre, jeter. Exactement ça, oui. Ah ouais. J'ai eu un cas de prise en paiement que malheureusement le débiteur a refusé de délaisser l'immeuble. Donc on a amené un huissier, puis le huissier a placé d'autres déménagements et a mis certains biens à la poubelle, puis d'autres à la municipalité pour donner aux pauvres. Fait que c'est ça. J'imagine qu'à ce moment-là aussi, il change les serrures, là? Oui, il peut changer les serrures, en effet, oui. Puis là, je pose la question, mais je l'ai vu souvent. J'arrive, toc, il y a un papier de compagnie de gestion avec les serrures changées. Là. Puis, oui, en effet. Moi, puis là, regardons ça du point de vue d'un investisseur qui veut aider ces gens-là. Ces gens-là sont dans une zone grise. On veut les aider des fois en les achetant ou en leur prêtant de l'argent. Jusque où on peut rentrer dans le processus? Parce que là, je sais que la banque, eux autres, sont tenus par la loi de mettre ça dans la machine à saucisses puis à revendre avec un courtier en bout de la ligne. Mais nous autres, jusque où on peut aller pour dire comme « Hey, je vais te faire une offre d'achat, je vais acheter ta maison. » Ben, écoute, oui, j'ai déjà eu vraiment à toute étape des procédures, et on peut toujours s'investir. Je vais donner un exemple. À partir du préavis de 60 jours, toujours possible d'aller voir la banque et de dire, écoute, moi, je vais le financer, je vais être subjugé à vos droits et aux obligations. Ça peut être fait dès le départ, dès le jour 1. Même
Subroger, en fait, c'est quoi la technicalité? C'est quoi ça, subroger pour les gens qui ne savent pas? Mettons, si on devient prêteur, on va décider de prêter, de financer personne sur 1 an parce qu'on est prêteur privé. Dans ce temps-là, on dit à la banque, écoute, je vais payer le prêt, mais je veux conserver ton argent. Je veux que tu me cèdes un peu ta dette, en fait. Okay. Concrètement, moi, j'ai une hypothèque de 200 000 sur ma maison. Je tombe en avis de 60 jours. Elle vaut 300 000, je suis en avis de 60 jours. Ça dérape. Ouais. Là, la personne qui voudrait subroger, qu'est-ce qu'elle pourrait faire exactement? Là? Mettons, je suis le prêteur. Je vais dire, écoute, Frank, c'est correct. Je vais pas aller à ta banque ou à tes créanciers en disant, écoute, moi, là, je vais faire un chèque de 200 000, plus les intérêts, plus la pénalité hypothécaire, puis plus le kit just de tout. Je dis à la banque, voici le paiement, puis voici ce que je veux. Je veux un acte de subrogation. Fait que je veux être à ta place, à ton genre. Okay. Là, si je me trompe... Moi, je suis resté propriétaire. C'est juste qu'au lieu d'avoir de l'argent à la banque A, je dois de l'argent à prêteur Jimmy. Exactement ça. OK. Si je ne me trompe pas, Jimmy, là-dedans, en plus, si prenons l'exemple que le prêteur subroge la banque, ça veut dire qu'il faut qu'il respecte aussi les termes, donc quand est-ce qu'il va payer, les intérêts, puis toutes les petits... Les termes et conditions. Exactement ça. Il faut qu'il respecte. Donc, ça devient un petit peu un désavantage, parce qu'on s'entend que la banque prête à quoi, 3-4 %? C'est sûr, certain. C'est ça que là, si t'es premier, sauf qu'en même temps, t'es premier rang. En fait, la banque, je présume qu'il est toujours premier rang. Là. C'est sûr que si, admettons, il y avait, je sais pas, qu'il n'y avait aucun autre rang, ça veut dire que tu es le seul dans ce temps-là. Tu fais quoi? Tant mieux, tu as un montant. Après avoir utilisé de subrogation, ça va avoir un nouveau contrat de prêt en disant que ça va être bon pour 12 mois à 10 % d'intérêt, paiement d'intérêt seulement, puis prêt hypothécaire ouvert, puis trouve un coût de financer. Ça se fait également. Donc, tu pourrais refaire le contrat par après, une fois que tu as subrogé, c'est ça que tu dis? Ça, il faut que tu t'entendes avec, justement, avec ton débiteur. Même le débiteur, moi qui dois de l'argent à la banque, il faut que j'autorise la subrogation. Il n'y a pas une passe qui peut se faire entre la banque et le prêteur, puis tout d'un coup, je ne me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé. Ça se fait, écoute, théoriquement, ça se fait, mais en pratique, j'en ai jamais réellement vu de ce genre-là. Par contre, j'ai vu que, à l'époque, quand Wells Fargo a débarqué du Québec, j'ai vu des créanciers hypothécaires de deuxième rang faire des actes de subrogation de ce genre-là. Ça, j'en ai vu. J'ai vu des prêteurs privés de premier rang céder sa dette à quelqu'un d'autre facilement. OK. Puis, dans le cas de quelqu'un qui s'oppose, on tombe sur, je sais pas moi, un propriétaire un petit peu têtu, puis lui, il veut pas signer un nouveau contrat avec le nouveau prêteur privé. Ça peut être peut-être problématique au niveau du prêteur, ça? Il faut différencier différents scénarios. Exemple, si le prêteur de premier rang, c'était un créancier de type privé à du 12 % d'intérêt pour 1 mois et qu'on subjuge à lui et que le débiteur veut pas, c'est son problème à lui. Nous, on est quand même cessionnaire de cette dette. Ça veut dire qu'on a acheté une dette ici à lui de payer. Dans le cas, admettons que le débiteur dit écoute, moi, je veux que tu me finances parce que je suis dans la dèche. Dans ce temps-là, il faut avoir un contrat qui va spécifier les modalités en tant que tel. Et c'est à partir de là que tu pourrais dire écoute, je rembourse son premier rang, mais je deviens premier rang à la place. Mais par contre, pour ça, il faut s'assurer que tu n'as pas de deuxième rang, de troisième rang ou d'autres créanciers de rang inférieur, tu comprends? Ouais. OK. Écoute, j'ai le goût d'effleurer un autre sujet. Parce que moi, ça me chicote, OK? Fait que je vais te poser la question directement. Ouais. Je vois des fois des gens qui abandonnent leur maison. OK? Ils sont en avis de 60 jours. Je vois ça au registre foncier. Je vais voir la maison. Il n'y a personne qui reste là. Cogne chez le voisin. Ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils sont rendus. Ils sont déménagés. Il n'y a personne qui a des nouvelles. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans une transaction comme ça pour acheter la maison? Parce que là, la banque l'a mis en 60 jours, puis il n'y a personne, le propriétaire n'est pas rejoignable. La meilleure chose dans ce temps-là à faire, c'est voir on est rendu où à l'étape des procédures exactement.
Fait que c'est ça qu'avec le ton, si on a obtient un numéro numéro de lot et qu'on regarde dans l'enregistre foncier, on voit qu'il est en 60 jours. Est-ce qu'il y a déjà un jugement contre? S'il n'y a pas de jugement à cet effet-là, on peut regarder avec le nom, aller au primitif de la cour, voir où sont les dossiers et parler à l'avocat de la banque ou du fiancé hypothécaire, puis essayer d'avoir une dette ou de trouver un moyen de contacter le débiteur et lui proposer une solution. Là. Ouais. Parce qu'en fait, si l'information qu'on a, nous autres, en tant que prospecteurs, qu'on cherche des deals, si on reste chez nous, c'est le registre foncier. Tout ce qui va être publié sur le registre foncier, ça va être l'avis de 60 jours. Toute la suite des procédures, est-ce qu'il y a des choses qui vont être publiées sur le registre? Est-ce qu'on va être capable de dire, OK, il a fait son avis, l'avocat il est rendu à telle place dans la procédure qu'on a vu tantôt? C'est juste au niveau du jugement que tu vas le savoir. Quand tu auras un jugement, tu vas le savoir. Par contre, admettons que tu as le registre foncier, tu as le nom de la personne. Dans ce temps-là, admettons si c'est la maison est à Laval, OK? Il faut être le registre de Laval. Tu vas chercher au primitif, tu vas trouver le nom de la banque, le nom du créancier. Tu vas au greffe, tu demandes copie des procédures, puis tu vas voir à quelle étape des procédures que tu es. OK. Même à partir du primitif, tu sais à quelle étape des procédures que tu es. C'est un peu technique, c'est un peu juridique, mais ça se fait assez aisément. Fait que si on te plug, on pourrait t'appeler Jimmy et dire Jimmy, cette maison-là, à telle place, peux-tu m'aider ou ils sont rendus dans la procédure? Exactement ça, oui. Puis dis-moi, je sais pas si moi j'ai eu une de mes informations, je me suis fait dire que, dans l'exemple qu'on se donne là, où est-ce que le propriétaire attend 60 jours, mais qui n'est pas rejoignable, c'est que si on n'était pas un tiers intéressé, donc on a un lien légal avec la maison, on a prêté de l'argent à quelque chose, on ne peut pas subroger la banque. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ça? Ben, il y a des politiques bancaires qui font en sorte que certaines banques vont refuser les subrogations. Puis ça, c'est vraiment des politiques à l'interne. Mais techniquement, au niveau du code civil, il est toujours possible de subroger avec ou sans le consentement de la personne qui se fait saisir du débiteur. Donc, qu'on soit un tiers intéressé, c'est-à-dire qu'on a un lien ou pas déjà avec la maison, il y aurait moyen de le faire. Oui. Oui, ça aussi, au niveau des politiques bancaires de la banque, j'entends. OK, donc évidemment, chaque banque est différente. Déjà que c'est dur de dealer avec eux autres, mais en plus, il n'y en a pas une qui a les mêmes règles. Oui. Bon. Fait que intéressant, par exemple, parce que, je veux dire, ces maisons-là sont abandonnées, puis des fois, ça peut être des belles opportunités. Oui. Et comme j'ai déjà vu aussi, je donne un exemple, là, j'ai vu j'ai vu des banques du contrôle de justice qui a été faites avant un jugement, parce que justement, j'avais eu une offre d'achat et qu'il n'y avait pas d'équité, mais c'est la meilleure offre possible qu'on pouvait avoir dans les circonstances. Fait que la banque, même si c'est contre la politique, l'ont accepté. Donc, des fois, c'est des politiques bancaires qui vont un peu gérer ça. Fait que, oui, malgré tout, OK, puis je me suis fait dire non souvent par les banques et les avocats. Ouais. Des fois, malgré tout, ils pourraient accepter. OK, intéressant aussi. Ouais. Donc, ça vaut la peine de s'essayer. Ça vaut la peine, avec l'avocat directement, puis dire moi, je suis intéressé, je veux acheter. Y a-t-il moyen de faire quelque chose? OK, cool, intéressant. C'est sûr que c'est sûr que tu vas recevoir des noms, mais il y a certains qui se disent oui. Là. OK. Puis, si on parle là, au niveau des rangs, là, tantôt on a parlé un petit peu des rangs, là, premier rang, deuxième rang. C'est quoi exactement tout ça? OK, ben ça, c'est vraiment la base c'est un peu la base des règles hypothécaires. Là, c'est que lorsqu'on est créancier garanti, ben, on a un droit sur une propriété et ça veut dire qu'on va être payé en premier si on est en premier rang. Si quelqu'un a consenti une autre hypothèque, admettons, je suis un prêteur privé numéro 2, je te dis, écoute, je te finance 10 000 $, peut-être que c'était en retard de ton hypothèque de 10 000 $ de mois, ben, et s'il n'y en a pas d'autres, je suis en deuxième rang. Ce qui veut dire que s'il y a un recours, je suis le deuxième payé. Ça peut pas avoir la peine si ta maison vaut, je sais pas, 500 000, que tu as une dette hypothécaire du premier rang de 100 000 et que tu es deuxième rang et que c'est juste 10 000. Ça peut valoir la peine, tu peux te payer à 100 %. Faut savoir par contre que si tu es deuxième rang et que le premier rang décide de faire une prise en paiement, il faut que tu goals pour soit forcer la banque du contrôle de justice ou soit
racheter la dette parce que si tu fais rien, ben là, tu viens de perdre de l'argent de même. Puis comment je vais être averti qu'il y a un recours qui est exercé sur le débiteur? Ça, c'est super important. Toujours inscrire un avis d'adresse. C'est par l'avis d'adresse que dans ce temps-là, que tu sais tout ce qui se passe sur la maison. Donc, en fait, l'avis d'adresse aussi, il pourrait avoir une utilité, mettons que j'aurais une propriété ou un immeuble avec d'autres partenaires, ou on pourrait-tu inscrire des avis d'adresse? Ça veut dire quoi exactement, l'avis d'adresse? Qu'est-ce que ça va faire concrètement? Qu'est-ce qui fait concrètement l'avis d'adresse? C'est grosso modo, ça dit qu'est-ce qui se passe sur l'immeuble. Est-ce que tu as un préavis de... Est-ce que tu es en défaut de payer l'impôt foncier? Est-ce que tu es en défaut envers une banque? Est-ce que tu as un préavis que tu as reçu? Est-ce qu'il y a le recours hypothécaire qui est exercé? Est-ce qu'il y a un jugement finalement? Bref, ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe et ça permet de réagir en temps opportun. Je fais un exemple. Tu es créancier deuxième rang. Ton premier rang, c'est un prêteur privé un peu shark qui a financé pour 100 000 $. Tu es deuxième rang pour un 20 000 $. Ton immeuble vaut 500 000 $. Le gars veut se faire un coup d'argent, peut faire une prise en paiement, faire les 60 jours. Si tu ne sais jamais, tu vas perdre ton argent de même, puis that's it. Mais si tu sais ce qui se passe, ben là, tu vas dire, hey, écoute, non, moi, je vais acheter ta dette. Moi, je vais forcer une vente sur retour de justice. Fait que c'est ça. OK. Ça permet de savoir et de réagir en tant que tel. Donc, si on parle comme un ado d'aujourd'hui, c'est comme aller liker une page Facebook puis recevoir des notifications. Exactement ça, mais il faut que ce soit genre à la une. OK. Au fond, ça ne te donne pas nécessairement. En fait, ça ne te donne pas de droit, mais tu vas être averti, puis là, tu vas avoir la chance de réagir. Exactement. Par exemple, de racheter ou de tenter des recours quelconques. Ouais. Je pensais que ça se faisait systématiquement, moi, mais tu vois, il faut vraiment enregistrer un avis d'adresse, sinon tu peux... Toujours, Okay. parce que j'ai vu du monde se faire fouler, comme on dit en bon québécois. Là, mais... OK. Parce qu'il n'y a pas d'avis d'adresse. Bon, intéressant à savoir. Tu parlais d'impôts fonciers, puis je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à toucher. Impôts fonciers, pour ceux qui ne savent pas, c'est les taxes municipales, donc taxes scolaires aussi. Ouais. Quelqu'un qui ne paye pas ses taxes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Ou avec sa maison? Théoriquement, il y a toujours un préavis il y a toujours un préavis qui se fait, puis une vente sous contrôle de justice, puis celui qui achète l'immeuble en devient pas tout de suite propriétaire. Il peut ça veut dire que le débiteur, celui qui n'a pas payé ses taxes, pourrait racheter au bout d'1 an la propriété à la dette que l'investisseur a payée, plus 10% et des poussières. Là. Plus les intérêts de la ville. Là. Ouais, parce que, si je ne me trompe pas, là, corrige-moi si je suis dans le champ. Si quelqu'un ne paye pas ses taxes, la ville, il envoie 2 avis, il publie des avis dans le journal. Ouais. Après ça, ils font une vente aux enchères, qu'on appelle, des ventes pour taxes. Ouais. Après ça, quelqu'un qui arrive, dit « Moi, je bête 100 000 pour cette maison-là, donne l'argent à la ville. Moi, je suis en défaut, il faut que je rembourse ce 100 000-là. Plus exactement les intérêts, plus les défauts. » Ouais. Puis là, ce que je vois régulièrement, c'est que si cette personne-là, M. X, qui n'a pas payé ses taxes, a une hypothèque, la banque, elle, est intéressée, puis elle va payer ses taxes. Oui, la banque va payer ses taxes, ça va être un ajout de défaut. Il faut savoir que dans la banque, il y a toujours des clauses de défaut. Puis une des clauses de défaut principales, c'est de ne pas payer ses taxes. Et c'est ça que la banque ne veut pas dans cette situation-là. Donc, elle va le financer maison, comme on dit. Puis ils surveillent, puis après ça, ils vont faire des procédures contre le propriétaire. Ouais, exactement ça, oui. Ouais, c'est ça. OK. Puis, fait ce qui est intéressant, dans le fond, dans les ventes pour taxes, s'il y a un investisseur qui est intéressé à ça, c'est des propriétés qui n'ont pas d'hypothèque. Exactement ça. Des propriétés qui n'ont pas d'hypothèque, ben mettons, là. Tu sais, comme ça, c'est dans la théorie, parce que j'en ai pas vu, là, si vous avez vu, parlez-moi-en, là, mais. Tu sais, comme, si t'as pas d'hypothèque, là, que t'es en défaut pour taxes, là, je sais pas, moi, il me semble qu'ils cherchaient l'argent parce que. Ben, écoute, j'en ai vu. Puis c'est rare, là, mais ça arrive, puis encore aujourd'hui, je me pose la question, mais pourquoi? Pourquoi ces gens-là? Est-ce que ça pourrait être une discussion? C'était Monsieur décède, c'est lui qui Madame, elle est sur le pilote automatique. Mais aussi des défauts de taxes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut annoncer des comportements.
Ça peut annoncer Ouais. d'une mauvaise gestion des affaires. Puis ça, ben, des fois, ben, quand Ouais. on gruge puis qu'on fait des suivis avec ces gens-là, ben, ultimement, ben, peut-être que ça peut nous Ouais. amener à Ben, faire des deals avec eux autres. c'est ça que oui, exactement. C'est ça que le registre foncier est un bon indicateur. Si tu as des défauts de taxes, que tu as Revenu Québec, Revenu Canada, tu as le ministère de l'Emploi, de la Sécurité sociale qui sont là, ben c'est ça que la personne, là, elle vit pas ses jours les plus heureux dans sa vie. Là, puis c'est ça que ça peut devenir un mandat motivé dans les circonstances. Excellent. Puis, Ben, en fait, vas-y, Ali. ben, écoute, tu faisais un beau lien encore une fois, là, Jimmy. Tu fais des liens incroyables. Tu parlais de Vendeur voyons, motivé. oui, vendeur motivé, non, excuse-moi. Tu Les parlais de hypothèques légales. défauts Ouais. au niveau du gouvernement. Fait que là, on a Ouais. parlé, bon, défaut de la banque, là, défaut de la ville. Mais Ouais. qu'est-ce qui arrive si on doit de l'argent au gouvernement? Qu'est-ce qui fait le gouvernement? Je sais qu'il va enregistrer une hypothèque légale. Ça Ouais. m'est déjà arrivé. C'est quoi les recours du gouvernement? Comment lui va se positionner dans tout ça? Ben, j'entends plus. On est là. OK, ben, parfait. Excellent. Ben, comme je vous dis, souvent, ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont garder une mesure conservatoire. Mais si tu niaises avec la POC, c'est ça qu'ils vont commencer à faire les recours d'exécution qui est possible. Il faut savoir que les hypothèques légales, sauf l'hypothèque légale de construction, prend genre selon l'inscription. J'ai un exemple. Ta banque, le 20 juillet 2008, t'achètes ta maison, dans la vie d'hypothèque légale de Revenu Québec est rentrée aujourd'hui, ben, il faut savoir que Revenu Québec sera en deuxième rang si tu n'avais pas d'autres hypothèques. OK. En ce qui concerne la construction, ça, c'est autre chose. Cette hypothèque-là, elle devient premier rang, mais il faut que ça soit inscrit dans les bons délais et c'est juste pour la plus-value accordée. Donc, il y a certains calculs à faire en tant que tel. Qu'est-ce que tu voudrais dire par inscrit dans les bons délais? OK, oui. Là, c'est en même temps que je suis un gars qui est entrepreneur en construction, je fais une job chez une personne et cette personne-là ne me paye pas. Ben, j'ai 30 jours suite à la fin des travaux pour inscrire une hypothèque légale avec le bon montant, la plus-value. Ben, souvent, le monde va marquer le montant des rénaux et mon hypothèque devient premier rang. Souvent, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va payer, puis ça va constituer un défaut, et ou elle va rien faire. Cette hypothèque-là de premier rang est bon pour 6 mois. Ce qui veut dire que l'entrepreneur devra exercer un recours dans ce délai-là. Sinon, il perd son hypothèque. OK. Fait qu'à l'intérieur de 6 mois, il faut que l'entrepreneur envoie défaut de paiement, puis là, ben, vient l'avis de 60 jours. Il faut qu'il envoie le préavis. Okay. Souvent, qu'est-ce que j'ai vu? Admettons que l'entrepreneur a pitié du gars, ben, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il va dire, écoute, mon chum, je vais déjà financer, signe-moi un contrat hypothécaire par rapport à ça, puis l'hypothèque l'hypothèque de construction va s'éliminer d'elle-même après, et le gars va être en deuxième rang. C'est un moyen de fonctionner. OK. Chers auditeurs et auditrices, malheureusement, on est obligé de couper ça là pour faire un format quand même accessible, puisque sinon, écoute, ça va être interminable, je le sais. Fait qu'on prend une petite pause sur l'interview avec Jimmy, avocat. Écoute, c'était super pertinent, on avait des bonnes questions, on en apprend beaucoup là-dessus. Puis on a encore plusieurs choses à aborder, plusieurs sujets sur ce podcast-ci. On prend une petite pause et puis on vous remercie d'écouter, on vous remercie d'être là. Partagez, échangez, aimez. Montrez ça à vos amis. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant là-dessus. Je remercie Frank d'avoir été avec moi aujourd'hui pour avoir Merci pour l'invitation. Ben oui, merci de l'invitation. Puis tu dis, là, parlez-en à vos amis, c'est très important. C'est pas tout le monde qui est au courant des podcasts et l'information qui est promenée sur Internet. Là. Podcast Mon Prospecteur, c'est une référence. Partagez-la à tout le monde. C'est important. Oui, puis même honnêtement, j'ai essayé d'effleurer le sujet puis de vraiment aller à la base, autant pour un investisseur que pour quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui aurait un 60 jours, qui aurait reçu un avis de la banque. Même pour eux, ça peut être pertinent parce que c'est de l'information que très peu de gens savent. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté, je sais que souvent les gens ont de la misère à partager ça, mais échanger, partager pour que les gens qui sont en difficulté voient ça, puis sachent, puis comprennent le rouage des banques qui souvent, eux, prennent avantage du fait que les gens sont ignorants pour
avancer là-dedans. Plus qu'on en sait, mieux qu'on est outillé. Pour trouver des solutions. Exactement. Puis soyez pas gênés de poser des questions pour justement trouver des solutions. T'as exactement mis le doigt sur le point. On est pas pire. C'est pour ça que t'es là. Faut mettre le doigt direct dessus. Fait que sur ça, on vous remercie d'avoir été là. Puis on vous donne rendez-vous au prochain. D'ici ce temps-là, d'ici la prochaine diffusion, on vous dit partagez, aimez, échangez. Si vous avez des questions sur le sujet, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, gênez-vous pas pour poser des questions. À moi, à Frank, on est accessible. On est sur Facebook, qui est pas mal le meilleur moyen de nous rejoindre facilement. Fait que gênez-vous pas pour nous ajouter puis pour nous poser des questions. Et sur ça, on vous dit, ça sera un rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Bye.